Et c'est parti. Attends. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite déjà Pessar Kacher Vesameach. On est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling pour un cours particulier. Un cours qui nous parle de cette fameuse soirée du Seder, mais pas n'importe où, puisque c'est en Israël et en plus un endroit que vous connaissez tous, à Bnei Brak, 5 rabbins qui se rencontrent à Bnei Brak, Verhavod, Rav Kling. Je rappelle que c'est la grande campagne de dons de l'Idmod. Vous avez le lien en bas qui s'affiche. Ceux qui veulent faire un don, Brochim, Tio, pour qu'on puisse continuer à développer et dévoiler, divulguer cette Torah d'Eretz Israël. Bechavod Arav. Ok, est-ce que vous savez combien de mitzvot on accomplit le soir du Seder? Combien de mitzvot parmi les 613 mitzvot? C'est pas des mitzvot donc de Horaïta, des mitzvot qui viennent de la Torah elle-même, pas des habitudes et des minagim et des mitzvot des Rabbanan. Alors la vérité, je vais vous dire, aussi curieusement que ça puisse paraître, la seule mitzvah qui, d'après tout le monde, est une mitzvah le soir du Seder, ben, c'est le Seder lui-même, c'est de raconter l'histoire à nos enfants. Comme il est écrit, Ve'gadeta, Levincha, Vayom Ahu, les morts. Il faut donc raconter à ses enfants le jour anniversaire de la libération de l'esclavage d'Égypte, donc le 15 Nissan au soir, il faut donc raconter l'histoire. Ok, ça, c'est la mitzvah. Tout le monde est d'accord, c'est un consensus chez tous les décisionnaires que c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, les autres mitzvot possibles, ben, elles ont moins de chance. Il y a la mitzvah de manger du Korban Pessah. Bon, ben là, évidemment, c'est un peu loupé depuis quelques siècles déjà. Il y a la mitzvah de manger du maror et il y a la mitzvah de manger de la matzah. Mais pour le maror, la plupart des commentateurs, des décisionnaires, pensent que c'est plus aujourd'hui une mitzvah de la Torah. Pourquoi? Parce que l'obligation de manger du maror est écrite dans la Torah en même temps que celle de manger du Korban Pessah. Comme ça est écrit, Tzliyesh, matzot ou al-merorim yuchlu, il faut le manger la matzah, le maror et le korban en même temps. Du coup, comme il n'y a plus de korban, il n'y a plus non plus de maror. Et le maror, s'il existe aujourd'hui, c'est parce que les rabbins ont décidé qu'il fallait quand même manger du maror. Mais c'est plus une mitzvah qui vient de la Torah elle-même, c'est déjà une mitzvah qui a été instaurée par les chachamim. Quant à la matzah, alors la matzah c'est un peu différent parce qu'il y a des versets explicites qui nous obligent à manger la matzah et donc, la matzah, la mitzvah de manger la matzah existe indépendamment de celle du Korban Pessah. Quoique, à l'époque des Géonim, il y avait même quelqu'un qui disait que même la matzah aujourd'hui, c'est uniquement des Rabbanan, c'est pas de Horaïta, à cause du même verset, puisque le verset dit qu'il faut manger la matzah et le maror en même temps que le Korban Pessah. Mais c'est une déat yachid, comme on dit, c'est pas l'unanimité. L'unanimité, c'est, enfin, la majorité, la grande majorité, l'immense majorité des dictionnaires pensent que c'est une mitzvah de manger la matzah le soir du Seder encore aujourd'hui. Et donc, nous avons finalement le Corban Pessah qui est plus actuel, enfin qui n'est pas encore de nouveau actuel, on va dire comme ça. Il y a le Maror qui est de toute façon des Rabbanan. Il y a la Matzah qui est sans doute des Horaïta, mais pas d'après tout le monde, tout le monde. Et puis, il y a la Haggadah qui, elle, voilà. Bon, ok, très bien. Alors, cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, Vigata Levincha Bayom les morts, cette mitzvah-là, et comment est-ce que nos sages la faisaient et comment est-ce que nos ancêtres l'appliquaient? Alors évidemment, ils l'ont appliqué depuis la première année de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'un an après la sortie d'Égypte, ceux qui étaient dans le désert à ce moment-là ont eu l'obligation de raconter à eux-mêmes d'abord et à leurs enfants de leur rappeler ce qui s'était passé chez eux. C'est-à-dire eux-mêmes ont été donc les témoins et les acteurs finalement de cette sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'ils racontaient? Bah, ils racontaient pas exactement ce qu'on raconte aujourd'hui, évidemment. Ils n'avaient pas le livre du Seder de Pessah qu'on a aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, pendant les siècles qui ont suivi, eh bien, il y a un certain nombre de passages qui aujourd'hui font partie intégrante donc, du Seder qui ont été rajoutés. Bah, notamment, par exemple, cette histoire des rabbins qui étaient à Bnei Brak. Bah, les rabbins qui étaient à Bnei Brak, pensez bien, comme il s'agissait qu'on connaît leur nom, hein, c'est Rabbi Akiva, etc., et Rabbi Elazar ben Azaria, tout ça. Donc ces rabbins-là, ne pouvait évidemment pas figurer dans une sorte de Haggadah de Pessah de nos ancêtres, qui ne connaissaient pas ces gens-là, qui sont venus bien après eux. Donc il y avait une ossature, si vous voulez, de Haggadah qui existait depuis la première année, mais c'était pas l'Haggadah qu'on a aujourd'hui, qui est allée en s'étoffant, etc. La seule chose qui est claire, c'est que même à l'époque déjà, Kol shelo amar shosha dvarim elu bepesach lo yatsa yedei chovato, il fallait quand même mentionner
le Korban Pessah et sa signification, la matzah et le maror, qu'on mangeait donc le soir même. Et ça, depuis le début, ça depuis la première année. OK. Et cette histoire de Maaseh, ce récit que nous racontons sur les cinq grands rabbinim de l'époque qui sont réunis à Bnei Brak, bah, écoutez, c'est pas si simple que ça comme histoire. Alors d'abord le contexte. Pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Alors, regardez ce que dit le texte. Si Johan peut nous le montrer, sinon c'est pas grave, je vous le lirai. Le contexte là-bas dans le Seder, c'est au moment où, pratiquement au début du Maggid, pratiquement au début du Seder lui-même, va filou kulanu chachamim, kulanu levonim, kulanu zekenim, kulanu yod'im et Torah, mitzvah alenu lesaper b'yitzat Mitzrayim, vechol amarbe lesaper b'yitzat Mitzrayim areze meshubach. Deux choses nous apprenons de ce petit texte. D'abord que la mitzvah de raconter ne dépend pas du degré de connaissance. C'est même si on est tous des grands chachamim et qu'on connaît très bien toute l'histoire par cœur, avec les midrashim, avec les commentaires, avec les choses précises, etc., les détails, malgré tout, on a l'obligation de raconter. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à rajouter de toute façon, mais même s'il n'y avait rien à rajouter, l'obligation de raconter, elle existe pour tout le monde, y compris pour les grands sages. Même chose, et la deuxième chose qu'on apprend de ce petit texte, c'est que ce que le Seder nous propose, ce que le livre de la Haggadah de Pessah que nous avons tous entre les mains le soir du Seder nous propose, c'est uniquement une ossature. C'est-à-dire, voici ce qu'on vous propose, mais vous pouvez évidemment rajouter, et plus vous rajoutez, et mieux ça vaut. Vechol amarbe les saper hareze meshuvah. Plus tu racontes, et mieux ça vaut. Et donc, ne te contente pas uniquement de ce petit Haggadah Shel Pessah que nous avons tous entre les mains le soir du Seder. Donc, un, tout le monde doit en parler, même les grands sages, et deux, il n'y a pas de limite. Ok. Alors, juste après, une fois qu'on a raconté ça, eh bien, on nous raconte donc ce Maaseh. Ça veut dire que le Maaseh en question, l'histoire qu'on nous raconte, et c'est une histoire qui vient illustrer ces deux halakhot qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde et qu'il n'y a pas de limite. Et en effet, l'histoire répond bien à ces deux obligations, puisque le Maaseh, et vous savez que quand on dit un Maaseh, dans la littérature rabbinique, Maaseh, ça a une force de loi en fait. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose, évidemment c'est important et on prend ça en considération dans la halakha, mais quand en plus il y a un témoignage de choses qui sont réellement passées avec des gens qui sont très connus et les plus grands sages de leur génération, alors ça a une force de halakha également. Alors ce maasé donc qu'on nous raconte, il vient illustrer d'abord ce qu'on vient de dire, mais est-ce qu'il rajoute quelque chose en plus? Alors on va lire le texte. Maasé donc c'est l'histoire, c'est une histoire qui est vraiment arrivée, Maasé. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Donc ils sont cinq. Ils sont cinq. Ils ne sont pas tous de la même génération, hein, que les choses soient claires. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ce sont les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui apparemment est mort depuis longtemps. Mais eux, ce sont donc la génération la plus âgée parmi les rabbins qu'on cite ici, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon sont de la même génération et ce sont les élèves de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Quant à Rabbi Elazar ben Azariah, c'est le plus jeune de la bande, de la série, et ils sont tous, donc tous les cinq sont là. Il y a Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Très bien. Et alors, Ayom et Soumim Bivnei Brak, ils sont tous réunis ensemble à Bnei Brak. Et en effet, ils ont raconté l'histoire de la sortie d'Égypte, ça leur a pris toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves sont arrivés, Vamolem et leur ont dit, Rabotenu, Igia Zman Kriyat Shema Shel Shacharit, le temps de Shacharit est arrivé, il y en a marre, il faut arrêter, il faut aller faire Shacharit. Autrement dit, ils ont donc étudié toute la nuit. Très bien. Ça- Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Ben, ça nous apporte rien de plus, si ce n'est que ce qu'on vient de dire précédemment, que ça concerne tout le monde, même les plus grands rabbins, et qu'en plus on peut rajouter autant qu'on veut jusqu'au matin. Voilà donc l'illustration parfaite de ce qui est arrivé. Oui, bon, et après, ben, c'est tout, ça suffit, non? Non, mais c'est problématique quand même ce texte. Pourquoi ce texte est problématique? Mais parce que depuis quand les cinq plus grands rabbiniques de la génération se réunissent ensemble pour célébrer Pessah? Enfin,
Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit qu'aujourd'hui, par exemple, les grands rabbins d'Israël, les rachis yeshivot, les plus grandes yeshivot prestigieuses du pays, tous se réunissent tout d'un coup chez l'un d'entre eux pour célébrer ensemble le Seder. Enfin, le Seder, c'est un truc familial. Alors, à la rigueur, on sait que il y a également des Seders communautaires. Et les Seders communautaires, c'est quoi? C'est un rave qui elle est là pour animer un CEDER avec plusieurs autres familles qui se mettent ensemble. C'est surtout le cas en ce moment, depuis quelques années déjà, dans les hôtels, où les gens qui n'ont pas envie de faire Pessah à la maison, ils vont dans un hôtel, on demande à quelqu'un de venir animer le CEDER, en général quelqu'un qui a une barbe et qui sait qu'il y a deux, trois trucs. Et donc ça, à la rigueur, donc tu peux avoir un rave qui vient pour animer le CEDER, mais, mais les cinq rabbinim ou même moins, si vous voulez. C'est pas ici en plus, c'est vraiment les cinq plus grands de la génération. Mais depuis quand ils quittent leur famille respective pour aller passer ensemble un Seder? Est-ce que leur femme était là également? On ne sait rien. Enfin, ça n'a pas l'air en tout cas. Mais enfin, c'est quand même curieux. Alors, c'est d'autant plus curieux que les cinq rabbinim en question se retrouvent pour faire le Seder, c'est que on sait très bien où est-ce que le Seder se fait. Il se fait à Bnei Brak. Or, les rabbinim que vous avez ici, on connaît plein de choses à leur sujet, et notamment on sait où est-ce qu'ils habitaient. Il y en a qu'un, parmi les cinq, il y en a qu'un qui habitait vraiment à Bnei-Brak, et c'est Rabbi Akiva. Ça veut donc dire que les quatre autres sont allés passer le Seder chez Rabbi Akiva. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils fait ça? D'autant plus que parmi ceux-là, il y en a en tout cas un pour qui quitter la famille pour aller dans une autre ville, passer un Seder chez un collègue ou chez un ami, c'est complètement interdit. Alors, regardez, ça se trouve en bas, un peu plus bas, le texte suivant. Tanou Rabanan, nos maîtres ont enseigné, Tzedek, Tzedek, Tirdof, nous avons l'obligation de poursuivre la justice, c'est-à-dire on ne peut pas dire je ne connais pas la justice, il faut que tu fasses des efforts pour essayer de la comprendre, de savoir de quelle justice s'agit-il. Et ça veut donc dire, d'après nos sages, Allah, Elach, Achar Chachamim Leishiva, il faut donc suivre nos maîtres là où ils habitent. C'est-à-dire que il est conseillé d'aller habiter un endroit où il y a un grand rave qui se trouve là-bas, comme ça, en cas où tu as un problème, tu peux aller le consulter, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, avec les moyens qu'on a de communiquer, on n'a peut-être pas besoin, peut-être, en effet. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens-là. Et donc, de la même façon que tu ne peux pas habiter une ville où il n'y a pas de médecin, par exemple, comme vous le savez, ben, de la même façon, on ne te conseille pas d'habiter une ville où il n'y a pas un grand de la génération qui se trouve là-bas. Et on te donne des exemples. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ça qui va nous apprendre où est-ce que chacun habitait. Alors regardez, Achar Rabbi Eliezer les Lod, tu as le droit d'habiter à Lod, là où il y a l'aéroport. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait Rabbi Eliezer qui habitait là-bas. Achar Rabban Yochanan Ben Zakkai li Brochaïl. Si tu veux, tu peux habiter à Brochaïl également. Brochaïl, c'est un kibbutz près de chez moi. Parce que là-bas, Rabbi Yochanan Ben Zakkai se trouve. Rabban Yochanan Ben Zakkai, qui n'est plus vivant à l'époque du Seder du Maasé, mais qui, à l'époque, donc tout le monde savait qu'il habitait à Brochaïl, et donc tu pouvais habiter là-bas. Donc c'est un kibbutz aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Rabbi Yochanan Zaka il était kibbutznik, je ne pense pas. En tout cas, il habitait là-bas, il habitait la région, Brochaïl. T'es sur quel Excusez-moi. Makor, Rav Kling? C'est quel numéro? Ben, je suis sur Sanhedrin, numéro 3. OK? Ok, super. אחר רבי אלעזר ללוד, אחרי רבי יוחנן זכאי לברוכאים, אחר רבי Yoshua les Pki'in. Tu peux également aller habiter Pki'in, qui se trouve, comme vous le savez, dans le nord du pays, parce que là habitait Rabbi Yoshua. Pki'in, c'est ce fameux village au nord où il y avait des juifs à l'époque, puis après, finalement, tous les juifs sont partis, c'est devenu un truc, il y a surtout nos cousins arabes qui habitent là-bas. Mais vous connaissez l'histoire de Pki'in, il y avait pendant très longtemps une femme juive qui habitait là-bas, qui ne voulait pas sortir de Pkin. Et quand les Juifs allaient visiter leur roi, ils allaient visiter cette brave dame. Ok, donc à l'époque, à Pkin, il y avait Rabbi Yoshua, très bien. Achar Rabban Gamliel les Yavne. Tu peux également habiter Yavne si tu as envie, parce que là-bas, c'est Rabban Gamliel lui-même qui habitait, très bien. Ou alors, tu peux habiter Bnei Brak, puisque à Bnei Brak, il y avait Rabbi Akiva. Donc, évidemment, c'est un texte intéressant parce que tu vois exactement qui habitait où. Et tu t'aperçois donc que Rabbi Akiva est le seul qui habite Bnei Brak, et que parmi les rabbins qu'on cite ici dans Sanhedrin, il y a un certain nombre qui se trouvent également dans le Maasé de la Haggadah, notamment Rabbi Yoshua qui habite à Pkin, qui se retrouve là-bas, et puis Rabbi Eliezer qui habite à Lod. Or,
très intéressant que Rabbi Eliezer habitait à Lod. Ça veut donc dire que cette année-là, Rabbi Eliezer a quitté Lod pour aller à Bnei Brak, et Rabbi Oshua, il a fait un voyage encore plus long puisqu'il a quitté Pki'in pour aller à Bnei Brak également. Or, et c'est ça qui est curieux, dans le Makor numéro 4, mon cher Yohan, dans la Gemara Tzuka, on nous raconte une histoire. Tanoura Rabbanan, voilà, nos maîtres ont enseigné, Maasé, encore une histoire. Et comme je vous disais tout à l'heure, les Maasim, quand il s'agit de Rabbanim, c'est pas stam des Maasim. Un Maasé, ça a une force de loi. Or, le Maasé est le suivant. C'est un certain Rabbi El-Haï, Shalach Lagbil Pene Rabbi Eliezer Rabo Belod Baregel. Il est allé passer Yom Tov, ce Rabbi Elai. Il a fait une surprise à son maître, Rabbi Eliezer, le même Rabbi Eliezer donc, qui habitait à Lod. Donc il était là-bas, il était à Lod. Il lui a fait une surprise, c'était un jour de fête. Sans doute Sukkot et pas Pessah. En tout cas, à Marlo, il croyait être accueilli avec beaucoup d'émotion par son maître Rabbi Eliezer. Et puis pas du tout. Quand il a trouvé Rabbi Elai à sa porte, Rabbi Eliezer lui a dit Encha mishofte haregel. Je suis désolé de te dire, mon cher ami, mais ayant quitté ta famille pour venir passer la fête avec moi, ben, tu n'as pas vraiment accompli la mitzvah du regel, c'est-à-dire la mitzvah de la fête. Pourquoi Shaya Rabbi Eliezer Omer, parce qu'il avait l'habitude d'enseigner Rabbi Eliezer. Meshabeach ani et ha'atzlanim, she'en yotzim mibatehem baregel. Bravo à tous ceux qui ont la flemme de sortir de chez eux pendant les fêtes, parce que ce faisant, ils accomplissent vraiment la mitzvah telle qu'elle devrait être. On n'a pas idée de quitter la famille pendant les 3 fêtes. Pendant les fêtes, il faut rester chez soi. Et toi, Rabbi Elai, t'es bien gentil de vouloir me faire une surprise, mais tu aurais mieux fait de rester chez toi pour pouvoir accomplir la mitzvah. Et ce que je te dis, dit Rabbi Eliezer, c'est pas n'importe quoi. Si je ne l'invente pas. Dirtiv, c'est un verset. Le verset dit, mais ça marta ata uvetecha. Il faut se réjouir les jours de fête, ata uvetecha, toi et ta famille, betecha, ta maison. Donc la véritable fête se fait chez soi, avec les membres de la famille. Je sais pas, il y a certains aujourd'hui qui pensent que certaines fêtes, il vaut mieux les faire en Ukraine, je sais pas pourquoi. Et laisser la famille gentiment à la maison, je sais pas. En tout cas, c'est pas ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il pense qu'il faut faire les fêtes en famille. Vous me direz, il parlait pas de Rosh Hashanah, il parlait des 3 fêtes, mais enfin, je suppose que c'est la même idée. Or, ce Rabbi Eliezer, qui fait le reproche à Rabbi Elai d'avoir quitté sa maison pour venir à Lod chez lui pour faire la fête, ce même Rabbi Eliezer qui habite Lod, donc, eh bien, dans l'histoire que nous racontons, dans l'histoire du Maasé de la Haggadah, ce même Rabbi Eliezer se retrouve non pas chez lui à Lod, comme il aurait dû, mais à Bnei Brak, donc chez Rabbi Akiva. Ben alors, c'est lui qui a dit qu'il ne faut pas quitter la maison. C'est lui qui a dit qu'il faut rester chez soi. Et lui, il quitte Lod pour aller à Bnei Brak. Mais pourquoi? Vous comprenez donc que dans cette histoire-là, qui semble une histoire anodine finalement, on te raconte l'histoire de 5 rabbins, etc., il y a des choses qui clochent, il y a des choses qui ne vont pas. D'abord, le fait que les 5 rabbins, qui sont parmi les plus importants de leur génération, se retrouvent ensemble au lieu d'être avec leurs élèves respectifs ou alors avec leur famille, premièrement, très curieux. Et puis deuxièmement, encore plus curieux, parmi eux se trouve Rabbi Eliezer, qui a pourtant enseigné qu'on ne doit pas quitter la maison, on ne doit pas quitter le chez-soi pendant les jours de fête. Alors qu'est-ce qu'il fait à Bnei Brak, lui? 2 questions, donc des questions importantes. La réponse que je donnais d'habitude à cette question, c'est une réponse que vous connaissez peut-être. Elle est assez tardive en fait. Ce sont à l'époque du Rav Kook, un petit peu avant déjà, que certains ont proposé la réponse suivante que je vous livre. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai moins l'habitude de le dire, de la raconter, cette réponse. Enfin, la réponse qu'on donnait d'habitude, c'est que s'ils se sont réunis tous à Bnei-Brak cette année-là, même celui qui d'habitude ne quitte pas sa maison pour y aller, c'est parce qu'il s'agissait non pas d'un Pessah normal, mais d'un Pessah très particulier. C'est le Pessah qui a précédé la grande révolte de Bar Kokhba. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette explication, mais cette explication est intéressante parce que ça nous expliquerait pourquoi ils quittent tous leur domicile pour aller chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva étant celui, c'est connu, c'est écrit dans les textes talmudiques, c'est celui qui a dit soutenir de manière très ouverte la révolte de Bar Kokhba, alors que nous sommes en pleine occupation romaine. Je rappelle que Bar Kokhba, c'est les années 132 jusqu'à 135, comme ça. Donc le temple est détruit depuis longtemps.
les Romains sont bien installés en Judée, et un certain Bar Kokhba qui pense que le moment est venu, ça suffit comme ça, ils nous font des misères de plus en plus grandes, et il est temps de se révolter. Et évidemment, à l'époque, se révolter contre la puissance romaine, ça n'a absolument aucune chance de marcher si tu n'as pas l'appui des rabbins. Les rabbins étant les nouveaux maîtres du peuple, depuis que la Keuna a perdu de sa valeur avec la destruction du temple. Donc les Kohanim, c'est plus les dirigeants, si tant est qu'il eût été à une certaine période. Et la Samkhut, l'autorité, ceux qui disent quoi faire aux foules des élèves, eh bien, ce sont les rabbinim. Donc, si Bar Kokhba veut gagner contre les Romains, déjà, c'est pas évident. Mais en tout cas, s'il n'a pas l'appui des rabbinim, ça, il n'a aucune chance. Or, Rabbi Akiva n'arrête pas de dire il faut aider Bar Kokhba. Évidemment, c'est dangereux de le dire ouvertement. Les Romains sont là, à l'écoute. Et Rabbi Akiva risque gros à prendre une position aussi évidente. Mais Rabbi Akiva est persuadé que le moment de la Géoula est arrivé et que Bar Kokhba, il a l'étoffe de celui du libérateur. Et les différents rabbinim donc décident d'aller chez lui à Bnei Brak pour parler de quoi? Évidemment pour faire le seder de Pessah classique, mais également pour parler de la grande question, est-ce qu'il faut ou non envoyer nos élèves aider Bar Kokhba? Et il est évident que si les gens discutent de ça, autant aller chez Rabbi Akiva, puisque c'est lui qui a le premier dit qu'il fallait absolument le soutenir. Donc on va discuter, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on va parler de tout ça. D'autant que Rabbi Akiva est celui qui nous enseigne que le soir du Seder, il ne faut pas seulement rappeler ce qui s'est passé pendant la première Géoula, la sortie d'Égypte, mais il faut également parler de du temps présent, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est à propos de la Géoula future, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est en train, est-ce qu'on est bientôt, est-ce qu'on est à la veille, est-ce qu'on est en plein milieu, et pour Rabbi Akiva, ça fait partie de ce qu'il faut raconter le soir du Seder. Il ne s'agit pas seulement de regarder ce qui se passe en arrière, mais également de prévoir ce qui va se passer plus tard. On le sait, on le voit d'ailleurs, il y a des traces de ça dans la Haggadah, puisque dans la bracha qu'on fait juste avant de terminer Maggid, donc juste avant qu'on commence le repas lui-même, eh bien, si vous regardez bien le texte là-bas, vous verrez qu'on ne parle pas seulement de la Géoula passée, mais on demande à Dieu de nous aider à la Géoula future, et ça, c'est un rajout qui a été fait par Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, pour lui, le sort du Seder, il faut être tourné également vers l'avenir, en tout cas vers le présent, et pas seulement vers le passé. Et donc, c'est une bonne occasion pour parler justement du temps présent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient Bar Kokhba? Est-ce qu'on ne soutient pas Bar Kokhba? Alors, pourquoi le soir du Seder, il faut le faire? Parce que c'est peut-être la manière la plus pratique de cacher aux yeux des Romains les intentions de ces rabbins. Si les cinq grands rabbins de l'époque se réunissent, stam comme ça, un simple jour de semaine, ça va attirer l'attention des Romains, et donc c'est un peu dangereux. Tandis que sous le couvert de la fête, tout le monde sait, les Romains aussi, que c'est la fête de Pessah, et donc les Juifs ont des habitudes particulières les jours de fête. Évidemment, les Romains ne connaissent pas cette halakha de Rabbi Eliezer qu'on ne quitte pas la maison le soir de fête. Donc ils se réunissent entre eux, ben, ils se réunissent entre eux. Donc la couverture, si vous voulez, c'est qu'on va parler de la sortie d'Égypte, et en fait, dans la réalité, on va parler de ce qui va se passer avec Bar Kokhba. Voilà donc la première explication. Ça expliquerait pourquoi Rabbi Eliezer quitte lui et les autres, pourquoi est-ce qu'ils quittent chez eux pour aller chez Rabbi Akiva, et ça expliquerait aussi la fin de l'histoire, parce que la fin de l'histoire, c'est ils ont discuté jusqu'au matin, jusqu'à ce que les élèves sont arrivés, ils ont dit, et les enfants, il faut arrêter là, maintenant c'est Shacharit. Et alors peut-être que derrière cette formule, Igia Zman Kriyat Shema Shel Shacharit, le temps est venu de faire le schéma du matin, peut-être que ça signifie également que alors qui c'est les jeunes là, qui sont arrivés pour parler? Ben, c'est les jeunes Kabil Mebrak. Les jeunes Kabil Mebrak, c'est qui? C'est en grande partie les élèves de Rabbi Akiva lui-même. Donc finalement, c'est les élèves de Rabbi Akiva qui sont rentrés dans la salle en question et puis ils leur ont dit, écoutez, arrêtez de discuter, il y a des pour et des contre. De toute façon, nous, la nouvelle génération, on a décidé, on suit Rabbi Akiva, la Géoula est arrivée, c'est le moment d'aider par Korva, Igia Zman Kiryat Shema Shel Shacharit, c'est un double sens, c'est pas seulement de faire le schéma du matin, c'est que le matin, donc la Géoula, voilà, le soleil se lève, le jour arrive, et donc c'est le moment de la Géoula. Donc ce serait un langage codé pour dire que la Géoula est arrivée et que nous, en tout cas les jeunes, on a décidé d'y aller et puis voilà. Donc ça, c'est une explication qui est très sympathique et qui explique pas mal de choses. Bon, la raison pour laquelle j'ai moins l'habitude de raconter ça, c'est que
euh, c'est que je suis pas sûr que ça colle bien avec les personnages. Rabbi Akiva, bien sûr, ok. Rabbi Lazar Ben Azaria, il y a des chances qu'il puisse être présent à ce moment-là. Rabbi Tarfon également. Et alors, par contre, pour ce qui est de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer, je suis pas persuadé qu'en l'an 132, donc à la veille de la révolte de Rabbi Akiva, ces deux-là étaient encore vivants. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi je suis un petit peu sceptique? Parce que ils étaient jeunes à l'époque de la destruction du temple. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est sorti de la ville assiégée, etc. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est leur maître. Et c'est eux, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, qui étaient jeunes à l'époque, qui ont pris le fameux brancard, vous savez, où ils ont réussi grâce à ce subterfuge. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est fait passer pour mort à l'époque pour pouvoir négocier avec les Romains. Et donc, il n'y avait que les morts qui pouvaient sortir de la ville assiégée. Et les Canaïm, les extrémistes qui voulaient pas du tout qu'on discute avec les Romains, ils étaient là aux portes de la ville pour empêcher que les gens sortent. Alors les seuls qui pouvaient sortir, c'était les morts, évidemment, parce que les gens étaient enterrés à l'extérieur de la ville. Alors pour que le mort puisse sortir, comme malheureusement il peut pas se balader tout seul, le mort, donc il fallait qu'il y ait deux types qui l'amènent, qui le prennent dans un brancard et qui le sortent. Et Rabbi Yochanan Zaka, qui se fait passer pour mort, eh bien, il est soutenu dans son fameux brancard par Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, à l'époque, en l'an 70, ces deux-là devaient être jeunes. Quel âge? Je ne sais pas quel âge, enfin, je sais pas, ils ont la vingtaine. OK? Quelque chose comme ça. Or, donc, faites le calcul, en l'an 132, à l'époque de Bar Korva, ben, ils sont déjà bien plus âgés. Donc, vous me direz, bon, bah, ça va, ils peuvent encore être vivants. Oui, ils peuvent encore être vivants. Ben, ils sont âgés, mais ils peuvent encore être vivants. Enfin, bon, peut-être en effet. Bon, en tout cas, j'ai trouvé une deuxième explication. Et c'est vous qui allez réfléchir, vous allez me dire si elle est meilleure ou pas, pour expliquer ce célèbre particulier qui justifie le fait qu'on se réunisse tous ensemble à Bnei-Brak, alors que d'habitude chacun fait le célèbre chez soi. Alors, cette explication, je l'ai trouvée chez le Rav Zaks, que vous connaissez bien, et qui a écrit bon, il a écrit en anglais, donc pendant très longtemps, le public israélien n'a pas eu le mérite de pouvoir lire ce qu'il a écrit, il habitait, comme vous le savez, en Angleterre. Mais depuis que tout ça a été traduit en hébreu, le Rav Zaks a eu énormément de lecteurs, et de lecteurs même assidus, de Talmidim en Eretz Israël. D'ailleurs, je vous signale en passant que les réflexions du Rav Zaks sur la paracha de la semaine se trouvent également en français, puisque ils ont été traduits par nos amis de Shofar, et on peut donc les trouver. Je suis pas sûr que ces réflexions sur la Nahon. Haggadah ont été traduites Et déjà. justement, la Haggadah du Rav Zaks vient d'être sortie grâce aux éditions Koren et grâce à Shofar. C'est sorti il y a une semaine où vous pouvez chercher à Amazon, à droite, à gauche. C'est sorti pour Shofar, n'hésitez pas. Ah ben c'est Pour sympa, Pessah. voilà. Ah, formidable, c'est extraordinaire. Alors, et donc, si vous avez l'occasion d'acheter ces commentaires, je vous conseille fortement, et c'est là-bas que vous retrouverez le résumé de ce que je vais vous dire maintenant. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'ai pas inventé, et je l'ai lu chez le Rav Zaks, et ça m'a semblé très intéressant. Mais alors, attention, il s'agit, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, ben, il s'agit de faire une sorte d'enquête, j'allais dire presque policière, pour savoir de quoi il s'agit exactement. Alors, commençons par le commencement. Johan, avant que tu partes, peut-être tu nous mets la suite du texte, à moins que tu n'entendes plus ce que je suis en train de te dire. Alors, c'est pas grave. Je vous lis un texte parallèle à ce texte-là du Maasé du soir du Seder, et ça ressemble beaucoup, mais avec d'autres. Ouais, Johan, j'étais en train de dire que si tu pouvais J'ai nous remettre entendu, les dis-moi juste cinq, le numéro du Makor. Le 5. 5, la Tosefta. Ouais. Super. Et si ouais, la Toseta, mais si tu as le 5, le 6 et le 7 en même temps, ça nous arrange. Alors, le 5. Vous allez voir, c'est un texte qui est tiré de la Tosefta. Et la Tosefta, bah, écoutez, c'est une braïta en fait. C'est un texte qui date de l'époque des Tanaïm. Et voilà ce que dit ce texte. Vous allez voir à quel point il y a des ressemblances avec notre texte à nous. C'est dans la Tosefta de Psachim, où on nous raconte Maasé, une autre histoire. Et cette fois-ci, l'histoire concerne Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'est le Nassi du Sanhédrin de l'époque.
D'ailleurs, c'est curieux que les 5 rabbinim qui se réunissent à Bnei Brak n'aient pas invité également Rabban Gamliel, ou que Rabban Gamliel n'est pas allé chez eux, parce que Rabban Gamliel, c'est quand même celui qui gère tout ça, c'est le Nassi du Sanhédrin. C'est à son époque, de Rabban Gamliel, que les autres ont œuvré. Et c'est vrai que c'est curieux qu'ils ne sont pas 6 là-bas, ils sont 5. Rabban Gamliel, donc les Nassi, il n'y était pas. Mais ce texte de la Tosefta nous raconte une histoire qui concerne Rabban Gamliel et qui ressemble beaucoup à notre histoire. Regardez. Maaseh Rabban Gamliel, donc c'est l'histoire qui concerne Rabban Gamliel. Shayu Mesubim Bevet Baitos Ben Zunin Belod. Alors eux, ils ont fait le seder non pas à Bnei-Brak, mais à Lod. Il a fait le seder à Lod avec des gens qui habitaient là-bas, qui étaient sans doute des élèves à lui. Ok. Vayu Oskim Beilchot à Pessah. Et ces gens-là, donc ce fameux seder, eh ben, ils ont étudié la chod de Pessah, Kol Alayla, et ça a duré jusqu'au matin. At Krot Gever, jusqu'à ce que le coq pousse son cocorico, donc jusqu'à l'aube. Igbiou milfanehem, venoadou, alors ils ont donc débarrassé la table, venoadou, ve'alchou, lahel, les bêtes à midrash, l'itpalel, ils sont allés faire la tfila au bêtes à midrash. Vous voyez le parallèle entre les deux histoires. Alors, le point commun, c'est qu'il y a des rabbins qui se réunissent pour parler de la sortie d'Égypte jusqu'au matin, mais il y a plein de différences aussi. Dans un cas, c'est Rabban Gamliel, dans l'autre cas, c'est les 5 rabbinim. Dans un cas, c'est à Lod, dans l'autre cas, c'est à Blébrak. Dans un cas, ils discutent des Ilchot Pessah, des lois concernant Pessah. Dans le deuxième cas, notre main, c'est à nous, celui du Seder que l'on a dans la Haggadah. Ils discutent non pas des halachot de Pessah, mais de l'histoire de la sortie d'Égypte. Dans le premier cas, c'est le coq qui leur dit, qui leur fait prendre conscience que l'aube arrive et qu'il est temps d'aller prier. Dans notre cas, nous, ce sont les élèves qui viennent leur raconter ça. Ok. Donc il y a des différences, bien sûr, mais il y a aussi des points communs. D'ailleurs, est-ce que Rabban Gamliel habitait à Lod? Eh bien, écoutez, si on retourne un petit peu en arrière dans cette histoire, on nous dit Tzedek Tzedek Tirdof, on parle de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, il n'habitait pas à Lod, il habitait à Yavne. Celui qui habite à Lod, c'est Rabbi Eliezer, qui précisément, cette année-là, se trouve à Bnei Brak. Et si je vous dis en plus de ça que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer sont liés parce que ce sont des beaux-frères, eh oui, Rabbi Eliezer il a épousé sa sœur, de Rabban Gamliel, alors les choses commencent à devenir un petit peu plus concrètes, mais peut-être un peu plus complexes également. C'est-à-dire, si Rabban Gamliel quitte Yavne pour aller à Lod, est-ce que ça ne serait pas pour passer Pessah avec son beau-frère? Mais alors, s'il passe Pessah avec son beau-frère, comment se fait-il que le beau-frère n'y est pas? Il n'y est pas, puisque dans le texte de la Tosefta, si Rabban Gamliel, si Rabbi Eliezer avait été présent, on l'aurait dit évidemment. Donc Rabban Gamliel quitte Yavne pour aller à Lod, et là-bas il fait un seder sans Rabbi Eliezer. De là à penser que cette année où Rabban Gamliel fait le seder à Lod, ça serait la même année où Rabbi Eliezer est parti de Lod à Bnei Brak, ben, on n'est pas loin de penser qu'en effet c'est la même année. Eh ben oui, ça expliquerait pourquoi Rabbi Eliezer justement n'y est pas à Lod cette année-là. Et nous savons que Rabbi Eliezer, il quittait pas comme ça tous les ans sa maison pour aller ailleurs. Non, non, lui il pensait qu'on n'avait pas le droit de quitter. Donc s'il a quitté, il a quitté sans doute une fois dans sa vie. Donc il est parti à Bnei Brak. Et donc il serait raisonnable de penser que c'est justement cette année-là où Rabban Gamliel, ayant décidé d'aller à Lod, pour des raisons qu'on ne sait pas encore, eh bien, n'y trouve pas son beau-frère. Ok, Explique, ok. tu peux nous refaire là, tu passes là, qui est parti de où et qui allait où et comment, c'est quoi le jeu? Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel sont des beaux-frères. Ça, Rabban, j'ai Gamli- compris. Rabban Gamliel, c'est le chef du Sanhédrin, c'est le Nassi du Sanhédrin, ok? Cette année-là, cette année-là, quand Rabban Gamliel arrive à Lod, il arrive donc dans la ville de son beau-frère Rabbi Eliezer. Or, curieusement, le texte de la Tosefta ne le mentionne pas, Rabbi Eliezer. Donc, apparemment, il n'est pas à Lod. Sinon, il serait avec son beau-frère, quoi. Alors, Et d'abord, Rabbi pourquoi? Eliezer est Alors, parti à Bnei Brak. alors, sans doute que c'est la même année, puisque Rabbi Eliezer ne quittait pas sa maison régulièrement. Donc, si on nous dit que cette année-là, Rabbi Eliezer était parti à Bnei Brak chez Rabbi Akiva, sans doute que c'est la même année où Rabban Gamliel est parti à Lod
il n'a pas trouvé là-bas Rabbi Eliezer qui, lui, de son côté, était parti à Bnei-Brak. Donc, si vous voulez, Et Rabban Gamliel, il habitait à Yavne, c'est ça? ouais, il habitait à Yavne. Donc, normalement, il aurait dû faire son Ok, Seder à Yavne. Seder? j'ai compris. Ouais, donc, bon, ok, donc, si vous voulez, les pièces du puzzle se mettent un petit peu en marche, mais le plus important, on sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour qu'il y ait ce chamboulement, les sérapins qui se déplacent d'un endroit à l'autre, bizarre, très bizarre, très bizarre. Alors, nous dit le Rav Zaks, ouais ben, si tu regardes bien l'ordre d'apparition des 5 rabbins dans notre Maaseh de la Haggadah, tu peux comprendre pourquoi Rabban Gamliel n'y est pas. Pourquoi? Parce que l'ordre est important. L'ordre est important. Nous avons un autre texte qui n'a rien à voir, mais qui nous parle de comment est-ce que, il est poli, comment est-ce qu'il est habituel de s'asseoir lorsqu'on est un groupe de gens importants. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaise, donc comme on le voit dans Astérix, qui est une grande référence sur l'époque en question, les gens, ils étaient assis, en fait, ils étaient couchés sur des petits mini-lits comme ça, et c'est comme ça qu'ils mangeaient. Ils avaient une petite table à côté, et ils mangeaient comme ça. D'où d'ailleurs notre minag qu'on fait encore aujourd'hui, d'être accoudé sur le côté gauche pour pouvoir manger avec la main droite. Mais alors évidemment, sur une chaise aujourd'hui, ça fait un petit peu ridicule. Oui, mais à l'époque, comme on était sur des sortes de lits comme ça, et c'était évidemment uniquement les hommes libres qui mangeaient comme ça. Les autres, les esclaves, ils étaient là pour les servir, justement. D'où donc le fameux mina que comme nous sommes en train de parler de la sortie d'Égypte, alors on fait comme si on était tous, on appartenait tous à la caste des gens libres, et c'est pour ça qu'on est, on est accoudé sur le côté gauche et on mange avec la main droite. Or, puisqu'on parle des us et coutumes de l'époque, sachez que l'ordre est important, et si vous êtes plusieurs dans une même salle à manger, eh bien, vous ne pouvez pas vous asseoir, ou plutôt vous allonger n'importe comment. Alors, regardez le texte. Le texte se trouve dans Brachot, c'est le texte numéro 6, mon cher Johan. Amarle Resh Galuta le Rav Shechet. Alors évidemment, là on parle de Rav Shechet, donc on parle de l'époque de la Gemara, donc c'est une époque postérieure, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que les us et les coutumes restaient les mêmes. Et donc le Resh Galuta, le responsable de toutes les diasporas, il a dit à Rav Shechet, Afalgav de Rabbanan Kishe Ato, bien que vous soyez vous des gens un peu plus âgés que moi, hein, d'accord? Par ça y est, Metzake Seuda, Beke Minaïcho. Sachez que les Perses, les Iraniens, les Perses donc de l'époque, eux, ils savent comment faire. On a perdu l'habitude de la bienséance, de comment s'asseoir, mais les Perses, eux, ils ont gardé cette habitude-là et on ferait bien de prendre exemple sur eux. Ah bon? Bah oui. Alors, comment est-ce qu'on s'assoit? Bisman, shehen, shte mitot, si vous êtes deux, gadol mesef berosh, veshinilo lemala hemeno. Il y en a un qui se met au-dessus, donc plus haut, et l'autre se met plus bas. Celui qui est plus grand se met au-dessus. Ça, c'est si vous êtes deux. Mais si vous êtes plus que deux, bisman shem shalosh, si vous êtes deux, gadol mesef baemsa, le plus grand de tous se met au centre. Veshenilo, celui qui est le deuxième dans la hiérarchie, celui-là, il se met les malamiono, je suppose, au nord, ok? Veshlishi, et le troisième se met à sa gauche. Donc vous avez le type qui est au centre, qui est le plus important, et ensuite à sa droite, tu as le deuxième, et à sa gauche, tu as le troisième. Or, si nous regardons notre texte de ce Maasé de la Haggadah, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'ils sont 5, et donc le plus important des 5 se trouve au milieu. Or, qui est au milieu? On reprend le Maasé. Il y a donc Rabbi Eliezer, il y a Rabbi Yoshua, et puis il y a Rabbi Elazar ben Azaria qui est au milieu, et puis il y a Rabbi Akiva, et puis, il y a Rabbi Tarfon. Tiens donc, qu'est-ce que fait Rabbi Elazar ben Azaria au milieu? Mais Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le plus jeune de tous. Il n'a pas à être au milieu. Le milieu devrait être réservé au plus grand des 5 rabbinim. Et le plus grand des 5 rabbinim, c'est soit Rabbi Eliezer, soit Rabbi Yoshua. Que Rabbi Akiva soit juste à côté de celui qui est au centre, ça c'est normal, puisque c'est celui qui reçoit, et donc il a un statut un peu supérieur, c'est le Baal Habayit, c'est lui qui reçoit. Donc que Rabbi Akiva soit à côté de Rabbi Elazar ben Azaria, ça je comprends. Mais qu'est-ce que fait Rabbi Elazar ben Azaria au centre, alors qu'il y a des gens plus âgés, et certainement plus Bekiim, qui ont plus de connaissances que le jeune Rabbi Elazar ben Azaria? Eh bien, la seule solution possible, c'est qu'on parle de ce court laps de temps où justement Rabbi Elazar ben Azaria
il était devenu le Nassi du Sanhédrin, à la place de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, ce jour-là, n'était pas Nassi du Sanhédrin. Et tout celui qui connaît un petit peu l'histoire sait qu'en effet, il y avait un problème avec Rabban Gamliel, et à un moment, il a été obligé de céder sa place. Et qui est venu à la place? Ben, Rabbi Elazar ben Azariah, le plus jeune. Alors, pour ceux et pour celles qui ont perdu un petit peu le fil de l'histoire et qui ne se rappellent plus à quel moment Rabban Gamliel n'était plus le Sanhédrin, n'était plus le Rosh Sanhédrin, n'était plus le Nassi, et que c'est passé à Rabbi Elazar ben Azariah, petit rappel historique. Petit rappel historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Rabban Gamliel perde son poste de Nassi du Sanhédrin? Alors, nous sommes donc dans la période qui a suivi la destruction du Beth Amikdash. Le centre névralgique du peuple juif, c'est plus Jérusalem qui a été détruite, mais grâce à Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est depuis son époque à Yavne, puisque vous vous rappelez qu'il avait négocié ça avec les Romains et que finalement les Romains lui avaient dit ok d'accord, on te laisse faire ce que tu veux à Yavne, t'as qu'à faire autant de Beth Amikdash que tu as envie, on s'en fout, on te laisse puisque tu le mérites, très bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ben, il a fait là-bas le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui siégeait à Jérusalem jusqu'à la destruction du temple. Voilà qu'il a eu l'idée incroyable et judicieuse de maintenir la présence du Sanhédrin, même si Jérusalem est détruite et même si le temple n'existe plus. Le Sanhédrin siégeait à l'époque dans la Lishkat Gazit, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem, il y a une grande salle où les 71 membres du Sanhédrin siégeaient. Mais le temple est détruit et Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître donc de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, eh bien, il a réussi à obtenir des Romains de transférer finalement le Sanhédrin. Bon, il n'aura pas dit comme ça, il leur a dit donnez-moi Yavne, et ils ne se sont pas rendus compte, les Romains, de ce qui se cachait derrière ça. Mais en fait, Rabbi Yochanan Zakkai, il voulait absolument que le Sanhédrin continue à pouvoir œuvrer, surtout qu'il s'agit d'une époque évidemment charnière, le temple est détruit, donc il s'agit de réécrire, si vous voulez, de réinventer un judaïsme sans le Beth Amikdash. C'est pas évident du tout. Comment est-ce qu'on va faire Kippour sans Beth Amikdash? Comment est-ce qu'on va remplacer les corbanotes? Enfin, toutes sortes de choses qui aujourd'hui nous semblent évidentes, donc les tuilotes, etc. Mais à l'époque, c'était les grandes innovations. Il fallait surtout que le Sanhédrin continue. Justement, s'il y a bien une époque, on a besoin qu'il y ait un Sanhédrin qui prenne des décisions à la majorité et que ces décisions finalement obligent tout le monde. C'est bien à l'époque de la crise la plus importante. Le temple est détruit. Il faut bien que des gens prennent des décisions pour savoir comment est-ce qu'on continue à partir de là. Et c'est donc la raison pour laquelle Rabbi Yochanan Zakkai a dit on va aller à Yavne. Donc le Sanhédrin est déplacé à ce moment-là à Yavne. Et il s'avère qu'il y a eu des tensions. Le Nassi du Sanhédrin, après que Rabbi Yochanan Zakkai ait cédé sa place, parce que lui, il n'avait pas l'intention de rester Nassi, et dès que le temps a passé un petit peu et que les Romains n'avaient plus réellement envie de poursuivre Rabban Gamliel, qui est le descendant logique de Hillel et des Nessim d'avant, eh bien, Rabban Gamliel reprend sa place, il devient le Nassi du Sanhédrin. Mais c'est une époque charnière, justement, où l'autorité de ce Sanhédrin, avec des guillemets, c'est plus vraiment le Sanhédrin de Jérusalem, eh bien, elle est contestée. Il y a un certain nombre de rabbinim qui continuent à avoir une politique un petit peu personnelle et qui refusent, de manière plus ou moins violente, qui refusent l'autorité du Sanhédrin. Et notamment, celui qui est un petit peu indépendant, comme ça, qui fait un petit peu ce qu'il veut, qui continue dans sa yeshiva à enseigner des choses que la majorité des membres du Sanhédrin ont pensé différemment, il s'appelle Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua, un des deux élèves de Rabban Yochanan Zakkai qui n'existe plus, c'est le Sgan, c'est l'adjoint numéro un de Rabban Gamliel, et entre les deux, le courant passe pas toujours. Et notamment, le Talmud nous raconte trois histoires célèbres de la tension entre Rabban Gamliel, Nessi à Sanhedrin, et Rabbi Yoshua, qui est son second. Et en fait, il y a trois histoires qui font monter la tension, et je vais vous les raconter, mais je suppose que vous les avez déjà entendues d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le numéro 6, Johan, si tu es là, numéro 7, pardon, c'est dans Bechorot. Voilà ce que nous raconte l'histoire. Atal et Kamel de Rabban Gamliel va marler. Chilakno ben Chaver le Hamaharetz. Bon, c'est une histoire. Il s'agit de faire la différence entre ceux qu'on appelait les Chaverim et ceux qu'on appelait les ignorants. On ne va pas entrer dans le détail, c'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est
la suite de cette histoire-là. Donc il y avait une sorte de discussion là-bas sur si on pouvait faire confiance ou pas au Amaretz comme au Chaver. En tout cas, Amar les Rabban Gamliel, Rabban Gamliel dit, on ne fait pas de différence. Amarle, et il y a quelqu'un qui lui dit, mais enfin, Ha Rabbi Yoshua, Amarli Hen. J'ai posé la même question à Rabbi Yoshua. Le type, apparemment, il voulait absolument créer des conflits, ben, parce qu'il demande à l'un, puis après il demande à l'autre pour voir s'ils sont d'accord. Et donc Rabban Gamliel dit, ben non, il n'y a pas de différence. Et Rabbi Yoshua disait, ah, si, si, il y a oui une différence. Hen. Amarlo, et ça a énervé Rabban Gamliel. Ça a énervé Rabban Gamliel que Rabbi Yoshua se permette d'être indépendant, alors que lui, Rabban Gamliel, qui avait toute l'autorité du Sanhédrin, a décidé ce qu'il a décidé. Et Rabbi Yoshua pense le contraire. Alors, pour se venger, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à celui qui lui a raconté tout ça, il lui dit, tu sais quoi, reste ici, tu vas assister à la prochaine séance du Sanhédrin, les rabbinim doivent normalement arriver, et tu vas voir ce qui va arriver à Rabbi Yoshua. Hamten Hatsheyalou Balei Atresin et Bet Midrash, attends un petit peu jusqu'à ce que les rabbinim arrivent au Bet Midrash. Mais Kimat Shenichnesu les Bet Midrash, et quand ils sont arrivés, Ahmad Shoel Besha'al, Rabban Gamliel lui dit, allez, pose-nous ta question là sur les Chaverim et les Améharetz. Allez, pose ta question. Alors il a posé la question. Kloum Chinaknu Ben Chaver la Améharetz, est-ce qu'on doit faire la différence entre les deux? Et on demande à Rabbi Yoshua ce qu'il en pense. Et Rabbi Yoshua, qui sait très bien ce que Rabban Gamaliel pense, il dit à Marley, non, 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 on fait pas de différence, non, non, on fait pas de différence. Et à ce moment, Rabban Gamaliel lui dit, oh, 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 Rabbi Yoshua, et pourtant on m'a dit en ton nom, à Marley Rabban Gamaliel, Valo Mishimcha, Amolihen, on m'a raconté que tu continues à dire que oui, il y a une différence, et tu racontais ça dans ta yeshiva à tes élèves, alors que tu sais très bien que nous avions décidé ici qu'il n'y a pas de différence. Et ça m'énerve que tu aies une politique qui soit indépendante alors que nous avons tous décidé ce qu'on a décidé. Yoshua, Amod al raglecha de ya'idu becha. Pour te punir, Rabbi Yoshua, tu vas rester debout pendant que tout le monde s'assoit. Bon, alors, comme vous avez compris, ce qui se passait, c'est que tout le monde arrivait, chacun prenait sa place. Ensuite arrivait le nasi du Sanhédrin, donc en l'occurrence Rabban Gamliel, et à ce moment tout le monde se levait, le nasi s'assoit et tout le monde s'assoit. Oui, mais à ce moment-là, il lui dit à Rabbi Yoshua, toi tu restes debout. Toi tu restes debout, tu ne t'assois pas. Pour te punir d'avoir dit le contraire de ce que nous on avait décidé en séance plénière. Donc il lui dit, reste debout. Vaya Rabban Gamliel Omed Bedoresh, Rabbi Yoshua Omed al Raglav, et Rabbi Yoshua il est resté debout pendant toute la dracha de Rabban Gamliel. Ad Shirinenu Kolaha, Vamro, les Chotvi Ametogan Amod, Vamad, jusqu'à ce que les gens ont dit à Chotzpit, celui qui, ce qu'on appelle le Meturgeman, il lui dit, écoute, alors Meturgeman c'est quelqu'un, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de micro, donc quand Rabban Gamliel parlait par exemple, et que ça ne se faisait pas qu'il élève la voix pour que tout le monde entende, alors il y avait un métourgueman, c'était quelqu'un qui répétait ce que le nasi disait afin que tout le monde puisse écouter, même ceux qui étaient assis un petit peu plus loin. Ok? Bon, c'est une histoire, cette histoire qui s'est bien terminée finalement lorsque le métourgueman, on lui a demandé d'arrêter de parler, c'est un petit peu si on décrochait le micro, si vous voulez, de Rabban Gamliel. Bon, ben, il s'est arrêté, Rabban Gamliel a compris, il a dit à Rabbi Yochanan de s'asseoir et l'incident est clos. Mais ça, c'est le premier incident. Mais il y en a eu deux autres. Alors, incident numéro 2, dans la Maseret Rosh Hashanah, le Makor numéro, numéro 8, monsieur Johan, שלחו לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. Alors ça, c'est la plus connue des histoires, des trois histoires. Vous savez qu'à l'époque, on décidait du jour de Rosh Chodesh, non pas en fonction de calculs savants comme aujourd'hui, mais en fonction de si la lune, il y avait deux témoins qui l'avaient vue, oui ou non. Quand deux témoins avaient vu la nouvelle lune, ils allaient témoigner au Beth Din, au Sanhedrin, et à ce moment-là, c'est le Sanhedrin qui décidait, ben, ok, ce sont des témoins qui sont cachers, et on décide donc que aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Alors, lorsqu'il s'agit du Rosh Chodesh Tishri, donc de Rosh Hashanah, ça a évidemment des conséquences très graves. Si tu acceptes les témoins, tu n'acceptes pas les témoins. Si les témoins, tu les acceptes pas, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur témoignage, alors Rosh Chodesh, donc Rosh Hashanah, est décalé d'une journée. Et si Rosh Hashanah est décalé d'une journée, Kippour également est décalé d'une journée. Or, il se trouvait que cette année-là, il y avait donc une discussion entre Rabbi Yoshua et le Sanhédrin de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était persuadé que Kippour devait tomber jeudi, jeudi par exemple, ça peut être un autre jour, et Rabbi Yoshua, lui, pensait que c'était normalement mercredi. Autrement dit, les témoins avaient été reconnus par Rabbi Yoshua, mais pas par le Sanhédrin de Rabban Gamliel. Et donc, Rabban Gamliel
apprend que Rabbi Yoshua continue à enseigner que Kippour cette année-là va tomber jeudi et pas mercredi. Et il appelle Rabbi Yoshua et lui dit fais attention, je sais ce que tu penses, mais nous on a décidé autrement. Et donc il est évident que tu devras faire le Kippour comme nous avons décidé de le faire. Je me suis trompé, c'est le contraire. D'après Rabban Gamliel, ça devait être mercredi, d'après Rabbi Yoshua, jeudi. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Alors il dit, Rabbi Yoshua, il dit, ouais, mais d'accord, mais je suis d'accord avec toi. Moi, voilà, je fais pas cavalier seul, hein. Moi, je vais faire Kippour comme vous, c'est-à-dire mercredi. Mais c'est bien que je pense que les témoins n'étaient pas valables et que normalement, Kippour, ça doit être jeudi. Mais moi, je vais faire mercredi comme vous parce que j'ai pas l'intention que tu me refasses le coup de la dernière fois, etc. Bon. Et en effet, c'est comme ça que ça se passait. Sauf que le jour, oui, non, je me suis encore embrouillé, c'est le contraire. Non, si, c'est juste, c'est juste. Donc, le jeudi, qui était le jour où, d'après Rabban Gamliel, c'est plus Kippour, mais d'après Oshua, c'est oui Kippour. Alors, Rabban Gamliel force Rabbi Yoshua à venir avec de l'argent dans les mains et son bâton, c'est des choses qui sont mouxées pendant Kippour. Et normalement, si c'est Kippour, tu peux pas venir. Et Rabbi Gamliel avait prévenu Rabbi Yoshua, non seulement mercredi, tu feras Kippour comme tout le monde, mais jeudi, on fera nous une séance particulière au Sanhedrin et tu devras venir avec de l'argent et un bâton dans les mains pour bien montrer que le seul Kippour que tu fais, c'est le Kippour du Sanhedrin et pas ton Kippour à toi. Et ça, c'est déjà plus compliqué. Est-ce que Rabbi Yoshua va venir transgresser son propre kippour le lendemain du kippour officiel? Et en effet, le suspense est très important. On attend de voir ce qui va se passer. Là, le jeudi en question, le Sanhedrin se réunit et on attend de voir si Rabbi Yoshua va venir et comment est-ce qu'il va venir. Et là, finalement, Rabbi Yoshua arrive avec de l'argent dans les mains, etc. Et Rabban Gamliel, très ému, va embrasser Rabbi Yoshua et lui dit, voilà, tu es à la fois mon maître et mon élève. Tu es à la fois mon élève parce que tu as écouté ce que j'ai dit, et en même temps, tu es mon maître puisque tu as le courage de faire ce que tu viens de faire maintenant, et je sais que c'est pas évident. Et deuxième incident, clos, la tension entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, ce jour-là, finalement, parce que Rabbi Yoshua a cédé devant Rabban Gamliel, donc ça s'est arrêté. Et puis, il y a un troisième événement, et ce troisième événement, lui, va faire éclater la chose. Alors, cette fois-ci, il s'agit de la Tfilat Arvit. On ne sait pas très bien si la tefila tarvive, c'est une obligation ou bien ça reste facultatif. Shacharit et Mincha, c'est devenu obligatoire, donc c'est le Sanhedrin qui a décidé. Shacharit et Mincha, c'est obligatoire parce qu'ils remplacent l'un comme l'autre les corbanotes qu'on offrait soit le matin en début de journée, soit l'après-midi en fin de journée. On n'offrait pas de corbanotes la nuit, donc on commençait le culte sacrificiel, on commençait le matin par le korban tamid du matin et on le terminait par fin de la journée par le korban tamid de la fin de journée. Comme il n'y a plus de Beth Amikdash, eh bien à la place, on fait des tfilotes de shachrit et tfilotes de mincha. Oui, mais Arvit. Arvit, il n'y a pas de korbanot. Et la nuit, il n'y a pas de korbanot. Alors, est-ce que la troisième prière, c'est la prière du soir de Arvit? Est-ce qu'elle est facultative ou elle est obligatoire comme les deux autres? Et donc, discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Oshua. Ça se trouve cette fois-ci dans Berachot. Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignés, je ne sais pas s'il est là présent, notre ami Johan ou pas. S'il est présent, ce serait sympa de nous montrer le numéro 9. Et sinon, c'est pas Numéro grave, 9. ouais. Tanu Rabbanan. Maaseh betalmid echad, sheba lifnei Rabbi Yoshua. C'est l'histoire d'un talmid qui va voir Rabbi Yoshua et il lui pose la question, Amarlo tfilat arvit reshut ou chova. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Arvit, c'est reshut ou c'est chova? C'est facultatif ou c'est obligatoire? Amarle reshut. Il lui dit, moi je pense que c'est reshut, que c'est facultatif. Il n'y a pas de korban le soir, donc c'est facultatif. Bah, les frères Rabban Gamliel, à mon avis, c'est le même élève qui essaie de faire des histoires entre les rabbins, hein. Parce qu'il dit, il va voir Rabban Gamliel, il lui pose la même question. Amalo Tfiat Avid Reshut ou Chova? Amalo Chova. On a décidé au Sanhedrin, c'est Chova. Arvit, c'est Chova. Ah bon? Amarlo, et pourtant, bah alors Rabbi Oshua Amarli Reshut. C'est marrant parce que moi j'ai demandé il y a quelques heures à Rabbi Oshua et lui il m'a dit que c'était facultatif. Il m'a dit que c'était facultatif. Et toi tu dis que c'est Chova. Alors, Rabban Gamliel qui s'énerve pour la troisième fois. Il dit, comment encore, encore, Rabbi Yoshua a fait le contraire de ce que j'ai décidé. Il y avait de l'ambiance à l'époque hein, entre les rabbins. Ah, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde est, tout le monde est d'accord. À l'époque, voilà, alors il lui dit, bah, si c'est comme ça, je vais refaire le coup de ce que j'avais fait la première fois. Et en effet, il se sert donc de son autorité du Sanhedrin. Il lui dit, Amten, Baletrissim, attends jusqu'à ce que ils viennent tous et on va faire le même coup.
OK? Donc, une fois que tout le monde est là, Amalé Yehoshua, Amad Raglecha Vayedu Becha. Il lui fait la même chose. Et pour le punir de continuer à dire que la Tfilat Arvit, c'est Reshut, alors que le Sanhédrin avait décidé que c'était Chova. Alors, de nouveau, il demande à Rabbi Yehoshua de rester debout alors que tout le monde peut s'asseoir. OK. Amad Rabbi Yehoshua al-Ragla, d'ailleurs, Rabban Gamliel Yoshev et Doresh. Et donc, pendant que Rabban Gamliel est en train de faire sa dracha, Rabbi Yehoshua est debout alors que tout le monde est assis. Rabbi Yehoshua omed al raglav, ad sherinenu kol ha'am v'amru lechutzpit hameturgeman. Et là, c'est la même chose. Et les autres rabbins commencent à trouver le temps un peu long. Il exagère, le rabbin Gamliel. Bon, ça va, on veut bien le punir, Rabbi Yehoshua, 5 minutes, 10 minutes, mais ça va comme ça fait une demi-heure qu'il est debout. Franchement, c'est honteux. Alors, ils disent à Chutzpit, le Meturgeman, arrête de traduire, c'est-à-dire arrête de répéter le discours de Rabban Gamliel. Autrement dit, débranche le micro. Tout de suite, un Gamin, il dit qu'il vaut mieux du côté de la majorité plutôt que du côté du seul Rabban Gamliel. Et donc, finalement, il se tait. Amod, il lui dit, tais-toi. Amad, et il s'est tu. Amoré, et alors, les gens, cette fois-ci, se sont dit, les rabbinim, donc du Sanhedrin, se sont dit, ah, ça suffit comme ça. Il ne comprend pas Rabban Gamliel qui dépasse les limites, on va lui faire comprendre. Et donc, Ad kaman itzareh venizel, jusqu'à quand on va laisser passer l'histoire, jusqu'à quand on va laisser Rabban Gamliel aller jusqu'au bout de ses caprices d'autorité. Mais Rosh Hashanah ishtaka tzareh, déjà comme ça, il a embêté Rabbi Yehoshua avec l'histoire de Rosh Hashanah et de Kippour l'année dernière. Ok? Bifrorod, Bemaaseh de Rabbi Tzadok tzareh. Avant, avec cette histoire de Chaver, machin, là aussi, et il lui a fait honte, il a dit reste debout, etc. Ça suffit. Ça suffit. Achanami tzareh, maintenant également, il lui fait honte. Maspik. Il a exagéré, Rabban Gamliel. Maspik. Ta, venavre, venez, on va le virer. On va le virer. C'est démocratique, le Sanhedrin. Si la majorité des gens ne veulent plus de Rabban Gamliel comme le Nassi, eh ben, ils le virent. Et il y a eu un putsch, figurez-vous. Et le pauvre Rabban Gamliel, il a été carrément viré. Après, bon, l'histoire raconte qu'ils ont essayé de trouver un remplaçant. Au début, ils voulaient Rabbi Yehoshua, puis après, ils ont dit, ah, Rabbi Yehoshua, c'est exagéré. Si on met Rabbi Yehoshua, c'est vraiment comme si on mettait le doigt dans l'œil de Rabban Gamliel. Donc, bon, laisse tomber Rabbi Yehoshua. On a proposé à Rabbi Akiba, mais Rabbi Akiba, il n'avait pas de yichus, il n'avait pas d'arbre généalogique suffisamment prestigieux. Donc voilà, donc on ne sait même plus très bien à qui on va demander. Et finalement, on tombe sur le jeune Rabbi Elazar ben Azaria, très prometteur ce jeune-là, et on lui dit, c'est toi qui seras à la place de Rabban Gamliel. Bon, je vous dis tout de suite que l'histoire a une fin sympathique, parce qu'au bout de quelques temps, Rabban Gamliel s'est réconcilié avec Rabbi Yehoshua, il a repris sa place, et Rabbi Elazar ben Azaria, donc, a repris également la sienne. Mais pendant un moment, c'est plus Rabban Gamliel qui est le Nassi, mais c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Et alors, nous revenons à notre histoire. Si Rabbi Elazar ben Azaria se trouve à Bnei Brak, et il se trouve au milieu des cinq, c'est donc lui qui est le président du Sanhédrin à ce moment-là. Donc on parle de cette année-là, de ces quelques mois où Rabban Gamliel n'était plus Nassi à Sanhédrin. Et ça peut nous expliquer pourquoi cette année-là précisément, Rabban Gamliel quitte Yavne pour aller à Lod. Parce que ce qui se passe, c'est que cette fameuse réunion des cinq rabbinim, elle existe pour montrer au peuple qu'il faut arrêter de se disputer et que c'est vrai qu'on a mis Rabban Gamliel dehors parce qu'on avait des bonnes raisons, parce que justement, on veut l'unité des rabbinim, et Rabban Gamliel, il nous dérange, et donc on le met dehors, mais ne croyez pas qu'il y a deux camps dans les rabbins d'Israël, ceux qui soutiennent Rabban Gamliel et ceux qui soutiennent Rabbi Yehoshua, ce qui serait terrible. Ça veut dire qu'on va revenir à l'époque du temple où les Juifs étaient divisés, ils s'en voulaient, etc. Non, on va faire une réunion, un seder, où tout le monde est là, sauf Rabban Gamliel, parce que lui, évidemment, il est vexé, il ne va pas pouvoir venir, mais tout le monde est là pour bien montrer qu'il y a une unanimité autour de la décision prise de mettre Rabban Gamliel dehors et de prendre Rabbi Elazar ben Azaria à la place. Donc cette réunion, ce seder que nous allons célébrer à Bnei Brak chez Rabbi Akiva, c'est pas obligatoirement pour pouvoir parler de Bar Korva, comme on a dit dans la première explication, mais ça serait un seder qui montrerait à tout le monde que l'unité des rabbins est préservée, même si Rabban Gamliel, lui, il fait la tête. Rabban Gamliel, cette année-là, apprenant que ses collègues sont tous réunis, font l'unanimité contre lui, et sont tous réunis à Bnei Brak chez Rabbi Akiva, il décide de sortir au moins le grand Rabbi Eliezer, son beau-frère, de cette histoire. Et donc il dit, moi, je vais aller
à Lod, chez Rabbi Eliezer, chez mon beau-frère, et on va faire le Seder ensemble pour bien montrer que je ne suis pas tout seul, moi, Rabbi Gamliel, et qu'ils ne sont pas tous unanimement contre moi. Et donc il va à Lod, mais Rabbi Eliezer l'avait précédé, il est allé aussi à Bnei-Brak, à la fameuse réunion de la conciliation, de la réconciliation. Du coup, Rabban Gamliel se trouve à Lod seul, avec quelques juifs qui sont là-bas, quelques élèves à lui, et c'est là que se passe le fameux Seder de Lod. Donc en même temps, comme on l'avait supposé, en même temps que celui de Bnei Brak, il y a deux Seder qui sont en même temps, un avec les 5 rabbins et l'autre avec Rabban Gamliel tout seul finalement. Il est à Lod, mais il est tout seul parce que Rabbi Eliezer n'est pas là. Rabbi Eliezer est parti également à Bnei Brak avec Rabbi Akiva. Donc ce Seder de réconciliation, tout le monde est content, ça va bien se terminer. Le Rav Zaks, il dit que c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a encore un petit morceau du puzzle qu'il faut rajouter pour comprendre la fin de l'histoire. Alors, figurez-vous que il y avait à l'époque une marloquette, une discussion entre les rabbins pour savoir jusqu'à quand on a le droit de raconter la sortie d'Égypte. Jusqu'à quand on a le droit de raconter la sortie d'Égypte. Parce que le verset qui parle de raconter la sortie d'Égypte, il dit Vigata levincha, bayam haolemor, ba'avorze, à cause de ça. Mais ça, vous savez, ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut montrer du doigt, c'est-à-dire le Corban Pessah. C'est-à-dire, certains pensent, en fait, la majorité des gens pensent, que la Haggadah de Pessah, on peut continuer à en parler et faire la mitzvah à ce moment-là, mais jusqu'au moment où on peut encore manger du Corban Pessah. Or, le Corban Pessah, jusqu'à quand on peut en manger? Eh bien, justement, certains pensent jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Et d'ailleurs, on essaye aujourd'hui de terminer la ficomane avant Chatzot, justement pour faire plaisir à ceux qui pensent qu'il faut manger le Korban Pessah avant Chatzot, avant la moitié de la nuit. Et d'autres qui pensent qu'on peut continuer à manger du Korban Pessah jusqu'au petit matin. Et donc, puisqu'on peut continuer à manger du Korban Pessah jusqu'au petit matin, on peut également continuer à parler de la sortie d'Égypte jusqu'au petit matin. Or, ce Seder de réconciliation de Bnei Brak, il risque d'éclater, figurez-vous, parce que sur les 5 rabbins, il y en a 4 qui ont pris position sur le sujet, mais ils ont des positions qui sont opposées. Et donc, ça risque évidemment, à un moment, quand Kratzot va arriver, ça risque de vous faire voler en éclats. C'est dommage parce que c'est un Seder qui était censé montrer une réconciliation des rabbins, et puis finalement, ça risque de partir en cacahuète. Pourquoi? Parce que figurez-vous que Rabbi Eliezer, et Rabbi Elazar ben Azaria pense qu'il faut arrêter à Chatzot. Il faut arrêter le Korban Pessah et donc il faut arrêter également la Haggadah. Alors que Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua pensent qu'au contraire, on peut, et c'est même bien, de continuer jusqu'au petit matin. Le seul qui n'a pas d'opinion là-dessus, c'est Rabbi Tarfon. Mais il y a deux contre deux, quoi. Et donc, c'est très problématique parce qu'on fait un CDR d'unité pour montrer qu'on est tous copains, quoi. Et puis là, le CDR risque d'éclater à cause de cette marloquette. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Imaginez. Et donc, ils font bien attention là-bas à ne pas parler de halachot. Ils ne parlent pas d'halachot. Les halachot, c'est Rabban Gamliel tout seul là-bas à l'autre qui va parler d'halachot. Mais ici, on ne parle pas d'halachot, on parle de récits pour éviter les sujets qui fâchent. Et puis, il se passe quelque chose d'encore plus marrant, figurez-vous. Et pour comprendre ce qui se passe, le Rav Zaks, je n'en ai pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini, le Rav Zaks rappelle une histoire qui s'est passée quelques années avant et de laquelle ont s'inspiré Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua pour pouvoir continuer à parler de la sortie d'Égypte jusqu'au petit matin. Cette histoire, c'est une histoire qui date du temps de la génération précédente, du temps de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui veut absolument donner à Yavne autant d'importance que Jérusalem avait. Le Sanhédrin passe de Jérusalem à Yavne, mais la question se pose, est-ce que en même temps, il y a tous les privilèges, les avantages de Jérusalem qui vont passer également à Yavne, oui ou non? À quel point on peut dire que Yavne, c'est la nouvelle Jérusalem, puisque Jérusalem a été détruite? Notamment, il y avait une halakha qui disait que à Rosh Hashanah, alors c'est le numéro 11, si on peut l'avoir, sinon c'est pas grave, Mishechara Bet Amigdash, au moment où le temple a été détruit, Itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai a décidé qu'on devait sonner du chauffard à Kippour, à Yavne. À l'époque, on ne sonnait du chauffard à Kippour que à l'intérieur de Jérusalem, mais pas à l'extérieur. Oui, mais maintenant que Jérusalem est devenue Yavne,
est-ce qu'on peut sonner du chauffard également à Yavne? Et pour Rabbi Yochanan Zakkai, comme Yavne, c'est la nouvelle Jérusalem pendant le temps où il faut la remplacer, eh bien, on peut sonner du chauffard à Yavne, comme on sonnait à l'époque à Jérusalem. Mais tout le monde n'était pas d'accord, figurez-vous. Il y avait les fameux fils de Béthéra, qui étaient des Talmidei Chachamim également, qui ont dit à Rabbi Yochanan Zakkai, écoute, là, tu exagères. Sonner du chauffard, c'était uniquement à Jérusalem. Quand on n'est pas à Jérusalem, on ne sonne pas. Alors regardez ce qui s'est passé. Donc c'est le numéro 11. Mishra Bet Amigdash, donc il tire Rabbi Yochanan Zakkai. Rabbi Yochanan Zakkai dit qu'on va sonner également à Yavne, Tano Rabanan, par Machat, une fois. Chal Rosh Hashanah Liot Beshabbat. Rosh Hashanah c'était Shabbat. Oui, pardon, c'est pas Kippour, c'est Rosh Hashanah. Parce que vous savez que Rosh Hashanah, quand ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas de chauffard. On sonne pas de chauffard. Sauf que à l'époque, où Jérusalem était Jérusalem, on sonnait quand même du chauffard à Rosh Hashanah qui tombait Shabbat, mais uniquement au Beth Amikdash. On ne sonnait pas à l'extérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez, à Rosh Hashanah, quand ça tombe Shabbat, on ne sonne pas. Et justement, cette année-là, Rabbi Yochanan Zakkai, il voulait qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah qui tombait Shabbat, à Yavne, comme on le faisait à Jérusalem. C'était ça le problème. Donc, c'est pas Kippour, je me suis trompé, c'est Rosh Hashanah. Donc, Itkir Birayan, Tano Rabanan, Pam Achat, une fois, Chal Rosh Hashanah Liot Beshabbat, Rosh Hashanah est tombé Shabbat, Vayu Kol Haarim Mitkansin, Amar Lehem Rabban Yochanan Zakkai, Livre Betera, Nitka. Et Rabbi Yochanan Zakkai, il dit, on va sonner du chauffard, c'est Shabbat, on est à Yavne, on sonne du chauffard. Et les Bnei Betera lui ont dit, Amolo, tu sais quoi, c'est quand même un peu exagéré. Nadon, viens, on discute de ça. Il dit, ouais, mais c'est bientôt le Chag, c'est bientôt Rosh Hashanah. Tu sais quoi, laisse tomber, c'est une discussion qui va être très longue. Viens, on sonne cette année-là, comme moi je pense. Et puis après, on discute pour les années suivantes. Amolo Nadon, Amar Lahem, Litka, Vachakach Nadon. Viens, on sonne cette année, et puis on verra pour le problème lui-même, on verra après à tête reposée. Ok, ils sont d'accord, les Bnei Betera. La Takou, une fois que Rosh Hashanah est passé et qu'ils ont donc sonné du chauffard comme ils voulaient Rabbi Yochanan Zakkai, ils sont allés voir Rabbi Yochanan Zakkai, ils ont dit maintenant, viens, on discute pour la suite, pour les autres fois où Rosh Hashanah tombera Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Amar Lahem, il leur a dit, avec un petit sourire, je suppose, il leur a dit, bah ouais, mais non. Kfar Nishmea Keren Beyavne, on a déjà entendu le chauffard à Yavne, tu te rends compte quelle tête on aurait si maintenant on change la halakha et puis on dit non, finalement on peut plus sonner à Yavne. Ah, bon alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, ça se fait pas. Maintenant qu'on a sonné, on a sonné. Donc il les a eus, quoi. Il leur a dit on va discuter de ça après, et puis finalement, une fois qu'on a sonné, bah, le fait était accompli et on revient pas là-dessus. VL, Meshivin, Lacha, Maaseh, on n'a pas le droit de revenir sur un truc qu'on a déjà fait. Une fois que le Maaseh a eu lieu, bah, le Maaseh a eu lieu et tout le monde sait qu'on peut sonner du chauffard à Yavne, voilà. Cette histoire sympathique, où les Bnei sont fait carrément avoir par Rabbi Yochanan Zakkai, elle n'a pas échappé à Rabbi Akiva et à Rabbi Yoshua. Et ils se sont dit, on va leur refaire le même coup. Faites confiance à Rabbi Akiva, que le jour où il commence à raconter les midrashim, des commentaires sur la sortie d'Égypte, c'est passionnant. C'est tellement passionnant que les rabbinim qui sont présents ne voient pas l'heure tourner. Et Chatzot arrive, mais ils sont encore dans les histoires de Rabbi Akiva et de Rabbi Yoshua, et je suppose surtout de Rabbi Akiva, et ils ne voient pas que l'heure est déjà arrivée, que Chatzot est passé, et ils continuent à parler de la sortie d'Égypte, comme si Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar ben Azaria avaient cédé à Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. En fait, ils n'ont rien cédé du tout, mais simplement ils se sont fait avoir, l'heure est passée. Et je suppose que lorsque les élèves sont arrivés en leur disant l'aube est déjà là, c'est l'heure de Kriyat Shema de Shacharit, je suppose qu'ils se sont échangés un regard un peu complice. Et j'aime à penser que Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azaria n'ont pas voulu Rabbi Akiva, mais ils ont eu ce petit en disant, vous nous avez bien eu quand même, vous nous avez... Mais enfin, le plus important, c'est que l'unité a été préservée et que cette histoire de Chatzot n'a pas provoqué l'incident que tout le monde craignait. Et c'est comme ça qu'en effet, ce seder a pu être considéré comme le seder de la réconciliation. Et si on en parle encore aujourd'hui, des centaines d'années après, c'est certainement pour nous montrer l'importance dans les moments qui sont des moments charnières, des moments de crise, des moments où on risque de la division en Israël. C'est important que les rabbins prennent sur eux de montrer une certaine unité, même si pour ça, ils sont obligés de renoncer à un certain nombre de halachot que eux-mêmes ont donné, comme par exemple la halakha de ne pas quitter la maison. Rabbi Eliezer sait qu'il doit y aller parce que c'est important de montrer l'unité, et donc Rabbi Eliezer quitte Lod pour aller à Bnei Brak. Et la même chose, les Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar ben Azaria
comprennent qu'ils se sont fait avoir, mais ils ne vont pas en faire une histoire. Ils ont dit, OK, très bien, ça reste comme ça. D'ailleurs, la halakha a été fixée par Maïmonide et par d'autres, qu'en effet, on peut raconter la sortie d'Égypte jusqu'au matin, et on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'en rester à l'opinion de Rabbi Eliezer, de Rabbi Elazar Ben Azaria, qu'il faudrait s'arrêter à Chatzot, sous prétexte qu'on arrête de manger du Korban Pessah à Chatzot. On peut continuer à manger du Korban Pessah, et on peut également continuer à raconter la sortie d'Égypte jusqu'au petit matin, d'où l'intérêt de ce maassé. J'en ai fini, j'étais un petit peu plus long que d'habitude, mais j'en ai fini donc pour essayer d'expliquer l'importance particulière de ce CEDER, qui n'est pas un CEDER comme les autres. Donc, je vous ai donné deux pistes de lecture, il y en a peut-être d'autres. La première, c'est de dire que c'est le CEDER où on parle de Bar Korva, et c'est pour ça que tout le monde est réuni chez Rabbi Akiva pour parler de oui ou non, est-ce qu'il faut soutenir Bar Korva. Première explication. Deuxième explication qui n'a rien à voir, c'est celle du Rav Zaks, qui nous dit que non, il s'agit du problème de la fameuse année où Rabbi Elazar ben Ezarien se trouve le Nassi parce que Rabbi Gamliel a été viré, et que ce CEDER, c'est le CEDER de la réconciliation. Comme je vous l'ai dit, il y a un épiyade à la fin. Rabban Gamliel se réconcilie avec Rabbi Yoshua et reprend sa place en tant que Nassi du Sanhédrin quelque temps après. Voilà, voilà. Merci C'est ce que beaucoup, Rafting. On a de mis rien, les de liens rien. pour faire un don pour les mods, ceux qui veulent. Et Alodon et Bjigib. Donc Alodon, c'est en euros et Bjigib, c'est en shekel. Est-ce qu'il y a des questions pour terminer, les amis? C'est le moment. Il y a beaucoup de remerciements. Pessar Keshav Samer, Toda Rabba, captivant, enseignement captivant, incroyable cette histoire. Il faut connaître les textes. Merci Naomi. Est-ce que vous avez des questions, les amis? J'ai froid, là, je ne supporte pas. Moi aussi, j'ai froid. Je t'ai dit, viens, on va là-bas. Non, moi je fais pas froid, ça va. En Israël, il fait bon. Et les micros qui se fait Non, revenir. vous avez froid dans le dos parce qu'il y a les résultats des mairies, c'est pour ça, non? Ah ouais, ah c'est aujourd'hui le résultat de la mairie. Alors Paris finalement. C'est la gauche qui a gagné, je crois. Ah c'est vrai? Ah bon? Elle n'est pas passée Ouais, là? ouais. Ah dis Non, donc. elle a été trop religieuse, Rachida. Ah ouais, bizarre. Ah ouais, c'est à gauche quand même. Eh ben on est bien. Enfin on est bien, on s'en fout. Ok, très bien. Bon, pas Eh de ben écoutez, questions? Pessar Kachav et sa mère à tout le monde alors.